ici, c'est le Congo qui sort trop gagnant dans la mesure où tout ce que les Rwandais... Comment on en sort gagnant alors qu'il n'y a pas de justice, mais pour le mort de février dernier? Je suis en train de le démontrer. L'accord a plusieurs paramètres. Il est gagnant pour nous parce qu'avec le retrait du Rwanda, il n'y aura plus de guerre. Et vous savez qui a toujours été derrière le Rwanda? Si le Rwanda a toujours été derrière le M23, mais qui a toujours été derrière le Rwanda? Je ne m'en cache pas. Ce sont les multinationales. Et les multinationales ont qui comme parrain? Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, que nous soyons allés toquer à la porte de celui qui a armé le Rwanda et que celui-là dise à la personne morale que lui était en train d'armer pour tuer, piller, violer en République démocratique du Congo et que celui-là donne l'ordre à son armée pour ne plus soutenir le Rwanda, qui se désengage et dire que ce n'est pas une victoire, ça m'étonne. Vous avez un père de famille qui voit le voleur entrer chez lui, il viole sa femme, il viole ses enfants et finalement, il va avec ce voleur chez le juge et le juge qui demande à ce père de famille de pouvoir partager sa femme avec le voleur, à pouvoir le laisser continuer à violer ses enfants. Et après, le père de famille, il est content, il pète du champagne, il dit que, bon, il a fait une bonne affaire. Après vous avoir terrorisé. Après vous avoir terrorisé, après avoir violé votre femme et votre enfant, on lui donne quand même de pouvoir continuer. Donc il a maintenant le droit de ne pas entrer par la fenêtre, mais il doit venir par la grande porte, continuer à violer votre femme, continuer à violer vos enfants. Est-ce qu'il en est de même dans la vie des États? Maître Harod, Madame Dena, il en est de même dans la vie des États. Voilà pourquoi nous parlons des bonnes négociations. Parce que Maître a semblé dire ici que c'est les États-Unis qui nous agressent, le Rwanda est juste un supplétif des États-Unis et le M23 supplétif du Rwanda. Voilà pourquoi nous avions dit que notre salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais notre salut ne viendra que par nous-mêmes. Et vous voyez que par rapport à cette affaire de Doha, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, que s'il aurait fallu signé avec le M23, puisque dans le dit accord, il n'est nullement signifié les responsabilités du M23 de l'AFC ou du Rwanda à l'égard du M23, mais les États-Unis l'a écrit noir sur blanc sur l'accord que M. Félix Tshisekedi a signé par l'entremise de sa ministre des Affaires étrangères. Il accepte, parce que le fait pour lui de refuser, au fait, il ne doit même pas le faire, parce qu'il a signé le fait qu'il va continuer. Donc s'il refuse, il y aura un statu quo. Cette négociation avec le M23 à Doha et que les États-Unis auront un œil à pouvoir suivre cette négociation. Donc, M. Félix Tshisekedi, au lieu de faire la sourde d'oreille, et de se charger d'orgueil, il doit tout simplement aller continuer cette négociation qu'il avait bien acceptée dans l'accord. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national.
Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politicon. Deux arrestations en cascade secouent le pays ces derniers jours. Certains hauts officiers auraient même déjà posé leurs valises à la prison de Ndolo. Simple coup de fouet ou un grand nettoyage. Nous allons nous poser dans ligne rouge toutes ces questions et même décortiquer cette affaire. Quelles sont les raisons derrière ces arrestations? Quelles pourraient être les répercussions sur la scène politique, militaire de la République démocratique du Congo? Restez connectés pour des analyses sans filtre avec des invités que nous avons fait inviter pour vous, des éclaircissements sur ce qui se trame dans de hautes sphères en République démocratique du Congo. Pour en parler, je sur ce plateau, Madame Dena Lunkunku, porte-parole d'Envol, parti cher à Délice Sanga Ipungu. Comment allez-vous et bienvenue? Merci beaucoup, Monsieur Gédéon. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mon co-débatteur ici présent. Vous savez que ça a toujours été un plaisir pour moi de pouvoir venir parler nation dans vos installations et je pense que nous aurons plutôt un débat qui sera républicain et constructif pour que la population qui nous suit puisse avoir un plus par rapport à ce que nous aurons à leur dire. C'est d'ailleurs l'objectif de Ligne Rouge. On veut plus de débats incisifs, des débats policiers. Vous êtes la bienvenue. Vous nous rejoignez après qu'il y ait changement du look, comme vous l'avez fait, avec une nouvelle coupe de cheveux. Oui, vous savez, avec la chaleur à Kinshasa et dans notre pays, nous préférons de rester beaucoup plus naturel qu'avec beaucoup plus de foufou, donc c'est mieux. Merci beaucoup. Et à ma droite, à votre gauche, bien entendu, on a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Harold Badibanga. Badibanga, vous êtes au cadre, au sein du bureau politique du CNSS. Oui. Congrès national congolais, CNC. CNC, depuis ce mois Bilou. Effectivement. Et comment allez-vous? Dieu fait grâce, nous vivons au rythme de la République démocratique du Congo. Moi également, je suis très heureux d'être sur ce prestigieux plateau de Politicon pour parler République, pour parler Congo, avec tout le sérieux possible. Et heureux de retrouver pour la première fois sur un plateau. Vous ne vous êtes jamais retrouvé sur un autre plateau Je la suis toujours par plateau interposé. J'apprécie la profondeur de ces analyses. Une occasion pour moi aussi de lancer un mot de salutation en direction d'un aîné que je respecte beaucoup, le président national de son parti, Maître Délice Sanga Ipungu. Et comment se porte votre parti, le CNC?
Le Congrès national congolais se porte à merveille, un parti qui est toujours au centre des intérêts de la nation et qui met l'homme au centre du tout. Je viens d'ailleurs d'un périple à Chikapa, au Kasaï, dans la province du Kasaï, où j'étais allé effectivement essayer de redynamiser les activités du parti. Un parti qui tient à la survie de la nation au-delà de nos petites personnes. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été également journaliste à la prestigieuse RTGA et l'objectif en créant Ligne Rouge, se ramener les débats là où vous l'avez laissé. Merci Comment beaucoup. trouvez-vous le débat politique en RDC? Non, le débat politique en République démocratique du Congo depuis un temps, il faut se dire la vérité en face, a perdu de sa sève, a perdu de sa quintessence dans la mesure où on se rend maintenant compte que l'on vient sur des plateaux de télévision, pas pour réfléchir, donner ce que l'on a comme idée par rapport à la construction de la République qui a besoin que chacun de nous y donne une petite pierre à cet édifice qui est notre mère commune, la République démocratique du Congo. Mais on vient sur des plateaux de télévision pour se régler des comptes parce qu'on a touché un petit $100 par là, un $20 par-ci. On peut venir sur un plateau de télévision, insulter Delis Sanga, insulter Plus Mabilou, insulter Tshisekedi, insulter Kabila. Et après, on justifie ça par le fait qu'on aime la nation. Ce n'est pas ça, aimer la nation. C'est comme ça que je profite de cette opportunité pour laver un peu le cerveau de ceux qui pensent que le journaliste, c'est un citoyen au-delà de la citoyenneté. Non, le Congolais, le journaliste, c'est un citoyen comme tout autre citoyen congolais. Il est dans l'obligation de respecter les lois de la République, y compris le code pénal congolais. Parce Il peut également aussi prendre position sur certains sujets d'actualité. Oui, il peut prendre position, mais sauf dans le traitement de l'information. Ça, c'est très important parce qu'il y en a qui parlent aujourd'hui du délit de presse qui ne doit plus exister comme infraction pour les journalistes. Je dis, mais c'est grave. Si on en arrive là aujourd'hui, mais le niveau que nous avons atteint qui est bas sera davantage bas parce qu'on peut insulter tout le monde, on peut dire quoi que ce soit au nom de la liberté d'expression. Il n'y a pas délit de presse, non. Le journaliste, comme je l'ai dit, c'est un citoyen comme tout le monde. Avant les lois de la République, il a la déontologie qu'il est censé respecter. Au-delà de votre tribunal de pair, il doit être passible de sanctions pénales conformément à la loi de la République si il se comporte mal. Parce qu'une dame comme elle en face de moi, elle a une famille. C'est pas parce que vous êtes journaliste que vous pouvez saper son image sur un plateau de télévision en racontant de conneries, des mensonges, et puis on ne vous fait rien. Merci beaucoup. Parce que vous êtes journaliste. Non, ça doit s'arrêter. Oui, ça doit s'arrêter, c'est bien. Et une occasion pour moi de féliciter rouge. Aussi cette chaîne qui fait la fierté de la République. Ouais. Dans une société où les valeurs cardinales sont en train de nous quitter, nous devons nous fixer des limites. C'est l'objectif des lignes rouges. À travers des débats policiers, des débats de qualité, on peut bien relever des débats ou même sublimer les débats politiques en République démocratique du Congo. Dans le menu, on va évoquer également l'affaire pour parler du Doha. Tendons-nous vers un accord avec M23 à Doha. À quoi consiste l'accord? On parlera également de l'ouverture du poste frontalier par l'Ouganda de Museveni. Est-ce que faut-il considérer désormais Museveni comme un allié ou comme un ennemi redoutable de la RDC? On ouvre le bal avec Mme Dena Lunkoukou. On parle des arrestations en cascade des hauts officiers en République démocratique du Congo depuis quelques heures. Certains parmi eux auraient même déjà posé leurs valises en Ndolo. Et révèle cette situation après, alors que la RDC est engagée à trouver un chemin qui nous mène vers la paix et la sécurité. Vous savez, M. Gédéon, dans un pays comme le nôtre, où nous traversons des moments et des situations très compliquées et très difficiles, bien que nous ne sommes pas dans une guerre officielle, nous sommes dans une guerre de fait parce que nous sommes agressés par le Rwanda,
Et il y a la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous savez que dans ce genre, ou bien dans ces genres de situations, il y a des cas, certes, de traîtrise, il y a plusieurs choses qui se font. Alors, ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux arrestations des généraux, tout ça, nous ne savons pas déceler le pourquoi du comment. Alors, nous ne pouvons pas nous mettre à juger quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais ce que nous avons toujours prôné, c'est la justice en République démocratique du Congo. Nous avons toujours dit que l'armée se devrait d'être apolitique, mais ce que nous avions toujours remarqué, c'est que l'armée aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou particulièrement en République démocratique du Congo, on a toujours tenté de pouvoir politiser l'armée, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que par rapport à ces l'armée doit rester apolitique. L'armée doit rester apolitique. Parce que je pense avoir visionné hier une vidéo de ce même général Christian Chiwewe, puisqu'il ne s'agit que de lui, qui remerciait le président de la République, Fathi Béton, de pouvoir lui accorder des grades et tout ça, alors que normalement, en tant que soldat, en tant que militaire, c'est quelque chose à proscrire. Il ne faudrait pas qu'un général puisse se mettre devant des gens pour louer une autorité. Pourquoi ne doit-il pas le faire? Mais parce que l'armée est apolitique, je viens de le dire. Le militaire, le soldat, la police, ces entités servent la nation. Ces entités ne peuvent pas normalement servir un individu ou une structure. Voilà pourquoi nous parlons de l'indépendance de l'armée, de l'indépendance des forces de l'ordre. Alors, s'il est prouvé que ces personnes, puisqu'on a ouï dire que ils ont trahi la nation, ou il y a eu une trahison au chef de ces généraux et tout ça, s'ils ont pu le prouver par la justice, eh bien, que la justice fasse son travail. Mais tout ce que nous demandons, c'est que l'armée et les structures étatiques puissent rester apolitiques pour que l'on puisse faire cette différence entre le fait de pouvoir garder la nation et de pouvoir faire du djalelo ou du fatih-bétonisme à l'égard de nos autorités. Et c'est ça qui emmène notre pays à la perdition. Donc voilà, vous dites que l'armée est politisée. Quelles peuvent être les conséquences d'une armée qui est aux ordres de politique? Mais lorsque l'armée est aux ordres des politiciens, ils ne pourront pas faire correctement leur travail. Parce que normalement, un militaire se doit d'être patriote. Un militaire se doit d'être un commando. Lorsqu'on lui demande d'aller se battre pour la République démocratique du Congo, il doit obtempérer sans attendre. Mais lorsque nous voyons qu'il y a des généraux, il y a des colonels qui sont là à faire du djalélisme et non pour aller se battre au front, nous disons que c'est quelque chose qui, quand même, n'est pas une chose sérieuse. Il faudrait que l'armée puisse être au service de l'État et non au service des individus. Donc je pense que c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Je passe aussi la parole à Harold Badibanga pendant 3 minutes. Lorsqu'on parle des arrestations en cascade des officiers à République démocratique du Congo, un simple coup de filet ou un grand nettoyage? Difficile à répondre dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, parce que je l'ai toujours soutenu, Urbi et Orbi, qu'il est très difficile pour nous qui sommes civils d'entrer dans les réalités d'un corps et d'en connaître tous les méandres. Ce qui est vrai, c'est que si on nous dit, vous et moi, c'est que les services d'intelligence, l'armée, la police, l'ANR et la DGM, peuvent avoir déjoué comme complot contre la République en une nuit. Peut-être nous qui ne sommes pas du domaine, nous n'aurons pas le pouvoir de sortir de nos maisons. C'est-à-dire dans un contexte, tout comme dans un autre, nous devons commencer par féliciter ces services-là qui possibilisent la sécurité des personnes et de leurs biens, qui font qu'on circule, qu'on vienne même sur ce plateau de télévision. Alors, Madame l'a si bien dit, justice doit être faite.
Jusqu'ici, il n'y a pas eu un communiqué officiel qui nous dise comment et pourquoi ces généraux, ces hauts officiers de l'armée ont été interpellés. Nous pensons que ce n'est pas que les services qui les interpellent se réveillent un matin, à l'occasion de rien, on les interpelle. C'est qu'il y a eu quelque chose. Nous avons ouï dire de la bouche de l'homme de la rue qu'il y aurait eu tentative d'un coup d'État. Nous avons ouï dire qu'il y a eu... À quel point ils auraient pu être dangereux? Est-ce que lorsqu'on parle d'un coup d'État, ça se prépare aussi facilement en pleine capitale avec tout ce que cela laisse voir comme amateurisme dans l'affaire. Est-ce qu'il y a lieu d'affirmer réellement qu'il s'agit d'un coup d'État qui aurait été déjoué par les services de renseignement? Ce n'est pas à nous d'affirmer ou d'infirmer. Vous restez dans les analyses. Mais nous pensons que la justice de la République est là. Et un coup d'État, c'est tout un processus. Et la justice... Et il n'est pas les seuls sur la liste non plus, lorsqu'il s'agit d'un coup d'État. Effectivement, raison pour laquelle il y a des interpellations en cascade. On ne peut pas opérer un coup d'État seul. On ne peut pas déstabiliser les institutions de la République seule. Voilà pourquoi nous pensons que c'est à la justice de faire son travail. Autant le coup d'État est un processus à part entière qui doit commencer par le point 1 pour aller au point 100, autant la justice est aussi tout un processus. Interpellation, questionnement, lorsqu'on estime qu'il y a des éléments susceptibles de nous faire penser qu'effectivement la personne aurait commis tel ou tel autre fait qualifié d'infractionnel par rapport à la cheville de l'État et aux institutions de la République, on la défère par des vers son juge naturel. Tout ce que nous pensons, c'est que cette justice doit faire bien son travail et aussi c'est à la communication du gouvernement de ne pas laisser la population dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsqu'on laisse ce manque, ce déficit informationnel, que la population commence à réfléchir dans tous les sens jusqu'à atteindre un niveau informationnel faux. Nous avons besoin de l'information et le ministre porte-parole de la communication doit savoir que son devoir de la redevabilité, c'est de nous dire ce qui se passe réellement. Même s'il n'a pas encore tout comme élément, mais il doit au moins nous dire que tel autre officier ont été interpellés parce qu'ils sont soupçonnés de ça. L'affaire est au niveau de la justice. Attendons et nous pensons que la justice va faire son travail. Mais lorsqu'on nous laisse comme ça, les spéculations vont dans tous les sens. Je me demande qu'est-ce que nous devenons. Il y a une question qui nous a été posée par un internaute et je vous la pose également. Le général Christian Chiwewe était chef d'état-major général de l'armée congolaise. Et pourquoi il ne l'a pas fait au moment où il était chef d'état-major général de l'armée, de notre armée? Pourquoi il le ferait maintenant s'il faut s'en tenir aux premières informations telles qu'elles reçues? Mais les hommes changent. Ça, c'est une question qui m'envoie à une distraction dans la mesure où quelqu'un qui ne s'enivrait pas de la bière alors qu'il travaillait dans une entreprise brassicole, quand il n'est plus là et qu'il commence à côtoyer Gédéon qui prend de la bière et qu'il se laisse influencer, il dit mais pourquoi quand il était à la brasserie il ne buvait pas, pourquoi il doit commencer à boire seulement maintenant? Non, la justice... Les hommes changent. Oui, mais après avoir juré loyauté au chef de l'État, changer en un temps record. La justice ne fonctionne pas sur base de ce que l'on pense. La justice fonctionne sur base des principes. A-t-il commis tel ou tel autre fait? Oui ou non? Oui, il est passible de telles sanctions. Non, il ne l'est pas passible, on l'acquitte. Ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est que l'affaire est dans les mains de la justice et que cette justice fasse son travail. Je suis d'accord avec ma soeur quand elle estime que les corps consacrés comme l'armée doivent être apolitiques. Et ça relève de la morale.
au-delà de l'apolitisme, il y a des officiers qui ne doivent pas se permettre n'importe quoi. Au-delà de tout ce qu'on dit. Comme par exemple remercier même le chef de l'État après une nomination. Remerciement le chef de l'État comme commandant suprême des forces armées. Ça s'est justifié. Oui, d'une certaine mesure. Ça se justifie un peu. Mais est-ce qu'il faut le faire dans un culte d'action de grâce comme je l'ai vu? Je ne pense pas. Mais le remercier dans sa qualité de commandant suprême des forces armées qui nomme, je ne vois pas de mal. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il y a des généraux qui sont à la tête des équipes de football dans ce pays. Ça ne doit pas exister dans la mesure où, avec tous les atouts qu'a un officier de l'armée, il suffit que son équipe soit en discordance contre une autre, qu'il use des forces de la République pour agir contre telle ou telle autre équipe. Donc, il y a toute une marmaille de choses à revoir par rapport à ceux qui nous sécurisent, qui sécurisent nos mouvements et nos biens. La même question à Mme Dena Lunkunku. Quand on n'a plus accès aux mêmes avantages, aux mêmes fonctions, on change. Parce que Harold Wadibanga a dit que les hommes finissent par changer. Malgré qu'on a promis loyauté au chef de l'État. Est-ce que vous savez, M. Gédéon, je pense que vous le savez fort bien, que lorsque nous avions signé cet accord en 2006 avec Kabila, il y a eu une constitution qui s'en est sortie et qui interdit le citoyen congolais de pouvoir recourir aux armes pour avoir le pouvoir. Voilà pourquoi nous avions dit même à l'époque que nous ne ferons plus concession à la bêtise. Donc ça rime à dire que lorsque vous voulez avoir le pouvoir, lorsque vous voulez diriger, il faudrait le faire à la loyale. Il faudrait aller aux urnes pour avoir le pouvoir. Il ne faudrait pas soit faire un coup d'État ou aller à la rébellion ou faire telle ou telle autre chose. Et lorsque nous avions signé cet accord, lorsque nous avions sorti cette constitution, nous Congolais, citoyens congolais, ça voudra dire que tout le monde était d'accord par rapport à cela. J'ai aimé l'intervention de mon co-débatteur, M. Harold, qui dit que la justice est faite pour rendre justice. Et la Constitution, en son article 24, demande à ce que le gouvernant puisse tenir informé le Congolais de tout ce qui se passe en temps réel. Donc, il faudrait que le gouvernement éclaire l'opinion par rapport à cette arrestation, le motif de l'arrestation et comment la procédure va s'entamer pour pouvoir soit libérer cette personne parce que, du reste, elle a, ou bien ses généraux en général, ont cette présomption d'innocence. Alors, si il s'avère qu'ils sont innocents par rapport aux faits qui leur sont assignés, ils seront libérés. Et s'ils ont des preuves probantes qui affirment que réellement ils ont voulu faire un coup d'État ou soit ils ont voulu se rebeller, alors que la justice fasse son travail. Donc nous ne pouvons pas entraver la justice ou donner des points de vue que nous n'avons ni d'Adam ni d'Ève été informés. Donc je pense que personnellement, donner un avis par rapport à ce qui doit être fait en justice, c'est mettre la charrue avant le bœuf, attendant de voir si M. Mouyaya aura à dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est dans l'obligation du gouvernement de pouvoir informer la population et après nous allons amender. Et si la procédure est au niveau de l'étape juridictionnelle, et il n'y a aucune communication qui soit faite dans de telles circonstances, on laisse l'affaire entre le maître de la justice à pouvoir enquêter et nous dire au moment opportun qu'est-ce qu'il en est exactement. Vous avez un dernier mot? Oui, non, j'insiste sur le fait que c'est une faille sérieuse parce que la population, je le disais tout à l'heure, est en sécurité parce qu'il y a les institutions de la République stables. Déstabiliser les institutions, c'est déstabiliser la population. Alors, quand on apprend qu'il y a eu tentative d'un coup d'État, ça veut dire ce que ça veut dire pour ceux qui savent comprendre. Alors,
il faut que la population de chez moi, à Kabé-Kamon, la population des Bonda à l'Équateur, sache de quoi il s'agit. Mais si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une information officielle, ne fût-ce qu'en termes de la communication du gouvernement pour nous dire, Madame Dena, Maître Harold Badibanga, juge de sont interpellés parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis ceci ou cela, sans dire qu'ils le sont réellement et qu'une enquête est ouverte par rapport à ça. Ça suffirait à faire calmer les esprits. Mais ça calmerait les esprits, surtout si on nous donnait les noms des concernés. Aujourd'hui, même nous qui sommes élites intellectuelles, même nous qui sommes acteurs politiques, même nous qui sommes leaders d'opinion, nous n'en savons rien. Mais si je descends à la base, aujourd'hui, on me pose la question. Et qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est comme ça que je qualifie ça d'une faillite du point de vue du déficit communicationnel. Y aurait-il des ramifications profondes s'agissant de cette affaire de coup d'État? Oui, mais je ne pense pas, et je l'ai dit tout à l'heure, mon cher frère, un coup d'État ne s'organise pas par 1, 2, 3 individus. C'est tout un maillon, c'est toute une chaîne. Ça peut prendre 100, 150 personnes. Ça, c'est de 1. De 2, ça ne se conçoit pas et ça ne se réalise pas par un coup de baguette magique. Donc, c'est tout un processus. Je suppose que lorsque l'information vraie nous parviendra après les enquêtes de la justice, si ces faits-là sont vrais, on nous dira que c'est un processus criminel qui aurait commencé depuis 1 an, depuis 2, depuis 6 mois, depuis autant de mois, parce que ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne se réalise pas aujourd'hui. Vous avez une jurisprudence de ce point de vue-là avec Malanga. Malanga l'a commencé à la nuit de temps jusqu'à se faire introniser quelque part. Il est venu, il a envoyé des mercenaires qui sont venus, qui sont rentrés. Et ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Et c'est pour ça que nous avons besoin, la population donc a besoin de l'information, non seulement à temps réel, mais aussi l'information vraie. Y aurait-il un lien direct avec la rébellion qui sévit dans l'est du pays? Bon, encore par rapport à cela, moi, je n'en sais rien du tout. Parce que surtout nous qui sommes de l'opposition, lorsque nous voulons émettre un avis dans le sujet, on vous assimile aux rebelles, non, elle est informée et tout ça. Nous, tout ce que nous disons, c'est que la justice doit faire son travail et c'est que nous ne voulons pas que cela se fasse, c'est que par le fait que nous avons comme l'impression que M. Félix Tshisekedi veut conserver son pouvoir et il cherche à écarter les personnes que lui estime qui sont un frein à son pouvoir. Disons-nous seulement qu'il est vrai qu'il y a eu cette tentative de coup d'État et si c'est le cas, alors la justice doit faire son travail. Allez, merci beaucoup. On va changer de chapitre pour parler de Doha. Le 27 juin dernier, la République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix pour mettre fin à ces conflits sanglants dans l'est de la République démocratique du Congo, accord qualifié d'historique par le premier citoyen Félix Antoine Tshisekedi, mais jugé proprement scandaleux, honteux et humiliant par certains observateurs congolais. Vous avez crié au scandale en parlant de l'accord de Washington. Avant qu'on en vienne pour parler de Doha, qu'est-ce que vous fait crier au scandale lorsque vous lisez le contenu de l'accord? Mais ce qui nous fait crier au scandale, je pense même que du côté de l'Union sacrée, et je pense que consciencieusement, Maître Arnaud, il sera d'accord avec moi, que cet accord parti entre les États-Unis d'Amérique, le Rwanda et la RDC est juste un no way. Normalement, ce n'est même pas un accord qui devait exister, normalement. Parce que lorsque vous lisez le contenu de cet accord, vous voyez que la RDC a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et je me pose même la question de savoir, parce que de plus en plus, est-ce que la paix a un prix? La paix a un prix en termes de tout ce que l'on présente comme argument. Le Congo a bradé ses ressources minières. On parle de la paix. Des régions qui restent sous
occupation de forces stipendiées du Rwanda, des vies humaines décimées chaque jour. Et pour y mettre fin, le chef de l'État a jugé défendable de parvenir à un accord avec le Rwanda sous l'égide de Donald Trump. C'est que le Congolais a toujours l'habitude d'oublier, c'est son histoire même la plus récente. Je pense que j'en avais parlé personnellement au début de l'année, lorsque M. Félix Tshisekedi est allé tendre la main. Parce que rappelons-nous que ce ne sont pas les États-Unis qui sont venus vers la République démocratique du Congo, mais c'est M. Félix Tshisekedi qui est allé vers Donald Trump pour demander la sécurité contre échange de la richesse de nos pays et de surcroît les richesses les plus stratégiques de notre pays. Sécurité contre minerais. Alors, posons-nous la question d'abord, premièrement, de savoir pourquoi, lorsque M. Félix Tshisekedi a tendu sa main, lorsqu'il a fait cette demande de sécurité contre ressources minières à Donald Trump, pourquoi est-ce que le président des États-Unis a ramené sur la table nos ennemis qui sont les Rwandais? Posons-nous la question de savoir. Et nous avons toujours dit que lorsqu'il y a une négociation qui doit être faite d'une part ou d'une autre, il doit y avoir des experts en la matière. Et les experts même, bien cette expertise ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des personnes sages et intelligentes pour pouvoir mener à bien ces négociations. Parce que lorsqu'on part d'une négociation, ça voudra dire que vous allez céder quelque chose et en perdre une autre. Alors, lorsque vous n'avez pas des bons négociateurs pour pouvoir faire ce travail, vous voyez que l'accord sera biaisé. Et vous voyez aujourd'hui que par rapport à cet accord, nous avons eu plus à perdre qu'à gagner. Madame Wagner Kaikwamba, puisqu'on ne peut que parler d'elle, parce que c'est elle qui était à la tête de cette délégation. Lorsqu'elle est arrivée en République démocratique du Congo, comme je vais encore l'évoquer, l'article 24 de la Constitution qui dit que la population doit être informée de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à ce qui implique la population congolaise. Madame Thérèse Kaikwamba n'a pas su défendre cet accord. Elle n'a pas su expliciter en quelques mots quel est le résumé de cet accord, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne, qu'est-ce que la République démocratique du Congo perd. Et lorsque même, il y a eu ce journaliste qui lui a posé la question de savoir quand est-ce que la paix reviendra dans notre pays, elle a juste répondu que c'était une question à $1 million. Alors, je suis choqué de voir. Mais est-ce qu'elle n'a-t-il pas raison, n'a-t-elle pas raison en répondant à ces termes-là, puisque le retour de la paix dépend du cheminement de tout ce processus de Washington jusqu'à Doha. Nous nous posons la question l'implication seulement des autorités à l'interne et de la bonne foi de deux pays signataires de cet accord. J'ai l'intime conviction que Mme Wagner Kaikwamba n'a pas lu cet accord. Ah, vous pouvez pas parce dire que, ça. s'il vous plaît, j'y arrive, je suis en train de démontrer. Parce que si Mme Thérèse avait lu cet accord, elle n'aurait pas eu à répondre que c'est une question à $1 million. Parce que dans ce dit accord, il est écrit qu'il y aura retrait progressif de l'armée rwandaise en dehors de 90 jours. Et je pense que Mme Thérèse Kaikwamba ne l'a pas lu, parce que si elle l'avait lu, elle aurait répondu aux journalistes. Et deuxièmement, en son 7e point, il y a la mission qui est assignée à la RDC et il y a la mission qui est assignée au Rwanda. Et pour le Rwanda, il y a juste les désengagements et le fait de pouvoir lever leur main sur les mesures sécuritaires sur la RDC. Et pour la RDC, sa mission, c'est de pouvoir neutraliser les FDLR. Oublions que les FDLR se situent au nord et au sud Kivu, là où sont placés le M23 et l'AFC. Et le ministre des Affaires étrangères, aussitôt après avoir fini de signer l'accord, il dit devant M. Donald Trump que le Rwanda quittera le sol congolais à condition que les FDLR soient neutralisés. Alors que si nous revenons à plusieurs années avant,
pendant le règne de M. Félix Tshisekedi au début, ils avaient totalement nié le fait que le FDLR soit sur le sol congolais. Et à notre stupéfaction, nous avons vu que dans l'accord, Mme Thérèse Kayikwamba qui signe, parce qu'on dit que lorsque vous signez, vous consentez, que finalement le FDLR se trouve bel et bien sur le sol congolais, alors que dans les lieux où se trouve ces FDLR, entre guillemets, M. Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont pas encore pris possession de ces terres. Alors, la suite logique veut assez que, pour que le gouvernement puisse faire en sorte de pouvoir neutraliser le FDLR, il doit d'abord commencer par neutraliser le M23. Alors que M. Félix Tshisekedi, depuis son arrivée au pouvoir, lorsqu'on n'est pas en position de le faire, avait dit qu'il fallait refonder l'armée, donner la logistique nécessaire, et je pense que je l'avais dit même sur ce plateau, restaurer l'administration de notre pays, faire en sorte de sécuriser nos frontières. M. Félix Tshisekedi avait fait la sourde oreille, il n'a fait qu'affaiblir l'armée par rapport à sa complaisance et à sa politique de gouvernance. Et aujourd'hui, l'armée se trouve dans une position de faiblesse où il est pratiquement impossible pour lui de pouvoir, pour elle plutôt, de pouvoir neutraliser que ce soit la M23 et les FDLR. À l'opposé, Félix Tshisekedi a qualifié cet accord d'historique en une minute avant que la parole ne tourne. Il n'a rien compris. Non, il n'a pas. Que ce soit M. Félix Tshisekedi à qui on a rapporté cet accord par une ministre qui n'a même pas eu le temps de lire le dit accord. Moi, je dis que ce soit M. Félix Tshisekedi et Mme Wagner, personne n'a compris. Parce que lorsque vous regardez dans le préambule du dit accord, les États-Unis d'Amérique, qui est co-signataire de cet accord, dit pouvoir assurer le suivi du dialogue qui a commencé au Qatar à Doha. Quelle suite alors, ça voudrait par rapport à ce qui a déjà été enclenché cet accord, depuis le 27 juin. En gros, si nous devons bien signifier cet accord, c'est juste un no way, c'est un bullshit qui ne devait pas exister. Voilà pourquoi nous avions dit que la meilleure solution par rapport à cette crise multidimensionnelle, c'est le dialogue entre le M23, AFC, en arbitrage avec la CENCO et ECC, parce que si nous avions commencé par dialoguer avec le M23, il n'y aurait pas eu raison de pouvoir signer cet accord que nous signifions de torchon. Merci. Maître Harold Balibanga, vous avez bien suivi Madame Dena Loukoukou. On parle de l'accord de Washington, signé le 27 juin dernier. Et le retour de la paix est tributaire de tout ce processus. Doha et Washington. Alors, par rapport à ce qui a été relevé ici, quel avenir pour parler de Doha et même l'avenir même de cet accord? Est-ce que ne sommes-nous pas tombés dans un accord de paix qui risque d'être fragile pour nous, au regard même de revendications du cahier des charges que porte le M23 à Doha? Mon cher ami, ce qu'il faut dire, c'est que tout accord est toujours voué soit à un échec, soit à un succès. Tout dépend du suivi, des mécanismes de suivi mis sur pied. On ne peut pas signer un accord et lever les mains, dire « Ah, ouf, c'est déjà bon », ou dire « Non, dès qu'on l'a signé, non, c'est zéro, ça ne va rien apporter ». Non, tout dépend des mécanismes de suivi mis sur place, mais aussi... Alors comment on s'y prend? Tout dépend des mécanismes de suivi qu'on met en place. Mais aussi des acteurs mis en place et de tous les paramètres pour faire ce suivi-là en termes d'accompagnement. Ici, il faut, on dit toujours en philosophie du langage que les meilleurs hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Le passé nous a démontré que, en commençant par Félix Tshisekedi, il a dit, et je le cite ici, les M23, ce sont des pantins. C'est-à-dire, ce sont des marionnettes au service du Rwanda. Et sans le Rwanda, il ne ferait rien. Tshisekedi ajouta, je préfère dialoguer avec le Rwanda qui arme ces gens parce que nous sommes en face de Rwanda, que de négocier avec des marionnettes, parce que si on négocie avec eux sans avoir négocié avec leurs parrains,
mais nous irons de M23 à M60. Je rappelle ici que si nous avons le M23 aujourd'hui, le M23, c'est la suite du CNDP. Mais on a remarqué que le discours a changé par rapport à la dynamique sur terrain. Non, mais écoutez, la dynamique n'a pas changé. Je voulais juste démontrer qu'ici, avec la signature des accords entre la RDC et le Rwanda, automatiquement, le M23 n'existera plus. Il a été démontré pas par mes grands-parents, mais plutôt par les rapports des experts de l'ONU, que plus de 7000 hommes, en termes des éléments de l'armée rwandaise, sont sur le sol de la République démocratique du Congo et combattent dans les rangs du M23. Il a été démontré que les munitions qui viennent du Rwanda, ce sont ces munitions-là qui permettent au M23 de nous combattre. Il suffit que le Rwanda se désengage, le M23 n'existe plus. Et lorsque j'ai entendu, parce que ça spécule de partout, il y en a qui font la différence, avec raison, entre le retrait et le désengagement. Mais ils pensent que le désengagement est simple et léger par rapport au retrait. Non. Les militaires nous suivent. Le retrait, ça ne veut rien dire. Je retire mes munitions et je reste. Mais le désengagement est total. C'est-à-dire tout ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, ni munitions, ni hommes armés, ni un coup de fil, ça ne vous concerne pas. Ni soutien au groupe le rebelle. Soutien, donc tout ce qui nous concerne, le Rwanda se désengage. Donc le désengagement est au-delà d'un simple retrait de la situation politique et militaire et sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors pour parler de contrats, qu'est-ce que je dis? L'accord de Washington, l'accord de Washington, qu'on présente comme un cheval de Troie. Il est salutaire pour la République démocratique du Congo. Comment il est salutaire? Parce que c'est pour la première fois que le Rwanda, qui a toujours nié sa présence en République démocratique du Congo, accepte et signe son désengagement. Mais c'est historique. Ça n'a jamais existé. Kagame Batouare a toujours nié qu'il est en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il dit qu'il se désengage et il signe. Mais certains observateurs disent qu'il n'y a rien d'accord de paix lorsqu'on scrute et on lit le contenu de l'accord du 27 juin, mais plutôt il s'agit d'un accord commercial. Non, ceux qui disent ça ont leur liberté de le dire, mais ils doivent savoir qu'ils ne sont pas le seul à avoir la possibilité de lire. Et ici, comme l'a dit quelqu'un, pièce contre pièce, quand ils disent que ça n'a rien à voir avec la paix, c'est plutôt commercial. Et le désengagement du Rwanda amène quoi? N'amène pas la paix? Ça, c'est de un. De deux, ici, il faut qu'on dise... Mais ne vous appuyez pas seulement sur ça, il y a d'autres aspects, d'autres volets qui sont relevés. La cogestion de ressources, de parcs, tout ça. Est-ce que on n'a pas... Cet accord ne favorise-t-il pas le Rwanda? J'ai voulu pour démontrer que, ma soeur l'a si bien dit, dans un accord, nous sommes dans la sphère de relations internationales. On cède toujours quelque chose, mais on gagne quelque chose. Ici, c'est le Congo qui sort trop gagnant dans la mesure où tout ce que les Rwandais... Comment on en sort gagnant alors qu'il n'y a pas de justice, mais pour le mort de février dernier? Je suis en train de le démontrer. L'accord a plusieurs paramètres. Il est gagnant pour nous parce qu'avec le retrait du Rwanda, il n'y aura plus de guerre. Et vous savez qui a toujours été derrière le Rwanda? Si le Rwanda a toujours été derrière le M23, mais qui a toujours été derrière le Rwanda? Je ne m'en cache pas. Ce sont les multinationales. Et les multinationales ont qui comme parrain? Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, que nous soyons allés toquer à la porte de celui qui a armé le Rwanda et que celui-là dise à la personne morale que lui était en train d'armer pour tuer, piller, violer en République démocratique du Congo et que celui-là donne l'ordre à son armée pour ne plus soutenir le Rwanda, qui se désengage, et dire que ce n'est pas une victoire, ça m'étonne. Les mêmes États-Unis ne jouent-ils pas, ne soufflent pas le chaud et le froid? Raison Comment vont-ils
parvenir à ramener la paix. Raison pour laquelle je parle des mécanismes de suivi. Néanmoins, pour une première fois, cet accord a été signé où? Aux États-Unis. Et cet accord prévoit le désengagement total du Rwanda, ce qui n'a jamais existé. J'insiste sur les mécanismes de suivi. Ça, c'est de un. De deux, ce que l'on refuse de dire à la population, c'est qu'avec la guerre de plus de 30 ans, les minéraux ont été pris par la petite porte au prix du sang, du viol de nos épouses, de nos mères et de nos filles, au prix des têtes décapitées, au prix d'un père de famille qui voit son fils être obligé de violer sa propre mère, au prix d'une mère de famille à qui on donne la chair de son mari tué et on l'oblige de le manger. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il faut possibiliser que ceux qui font ça derrière le M23 et le Rwanda viennent directement par la grande porte et que l'on coopère du win-win pour qu'on sache officiellement qu'est-ce qu'ils prennent en termes d'investissement. Ici, les gens pensent qu'il s'agit du troc. Non, mon cher ami. On doit se dire la vérité. Il ne s'agit pas, vous venez, vous prenez des minéraux et puis vous nous donnez la paix. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un investissement du gouvernement américain à la hauteur de 15 milliards de dollars. Dans quel domaine précis? Attendez, à la hauteur de 15 milliards de dollars américains pour une durée de 15 ans. Et les investissements, je ne peux pas vous dire dans quel domaine, dans la mesure où c'est du win-win. Il y a des opérateurs économiques américains qui doivent venir explorer le terrain ici chez nous, non seulement en termes de minéraux, mais qui doivent venir investir pour possibiliser la création d'emplois au Congo. C'est comme ça qu'on doit la charge à Eric Prince, au passé sulfuré, de sécuriser les mines congolaises, s'il vous plaît, de surveiller les intérêts américains. S'il vous plaît, mon cher ami, s'il vous plaît, c'est très important. C'est avec ces investissements-là que l'on atteint le développement. Parce que on ne peut pas investir dans un endroit où il y a des bruits de bottes. Et lorsque vous posez cette problématique de la responsabilisation d'un acteur américain pour scruter, mais il ne faut pas prendre cette question de manière péjorative. Moi, je veux investir chez vous. Je ne peux pas venir à la sauvette, ni à l'aveuglette. Je dois venir d'abord faire le pèlerinage. Qu'est-ce que vous avez réellement qui peut me permettre de jeter mon argent? Et vous pensez que quand il est venu, le Congo devient son pays? Alors, quel avenir pour parler de Doha au regard du processus? Avant d'aborder cette question, je voudrais féliciter ma co-débattrice par rapport à une problématique très importante. La question relative au FDLR. Ma soeur, il s'agit de prendre quelqu'un comme un Nigo. Le Nigo ici, c'est le M23. Le Nigo ici, c'est le Rwanda. La problématique du M23 qui demeure être une obligation principale pour la République démocratique du Congo est une coquille vide. Ça prouve que la diplomatie congolaise est forte. Pourquoi? Parce qu'elle l'a dit. Aujourd'hui, le 3/4... Concluez déjà. Oui, je finis par là. Le 3/4 de la province du Nord Kivu est dans les mains du M23. Les 2/4 de la province du Sud Kivu dans les mains du M23. Ça veut dire quoi? Que s'il y a les FDLR, la rébellion doit nous les montrer. Ils n'existent plus. Parce que ce sont des vieilles gens qui datent de 1994. Qui n'ont jamais tué une seule moustique au Rwanda, mais qui, entre guillemets, tuent chez nous. Non, c'est plutôt les M23 qui tuent chez nous. Le mécanisme de contrôle et de suivi de ce protocole de Washington va démontrer qu'effectivement, la présence de FDLR évoquée par Kagame
pour justifier son agression, l'agression de notre pays est une fausse raison qui n'a rien à voir avec ses intentions belliqueuses sur la République démocratique du Congo. Et donc, le FDLR n'existe pas. Il faudra juste plutôt démontrer qu'il n'y a personne à désarmer. Et ça passe bien au contraire, c'est le Rwanda qui a des obligations. Pour parler des Doha, c'est une formalité parce que l'essentiel a été fait avec les parrains du M23. Mais il y a un rapport qui crible le gouvernement congolais lorsqu'on parle des génocidaires Hutus venus en 1974. Certains parmi eux, des descendants de ce Hutu, auraient renforcé les rangs de FARDC et de Ouazalendo. Ça, c'est une autre paire de manches. Allez, Madame Dena Lukunku, quel avenir pour le pourparler des Doha au regard du cahier de charges que porte même le belligérant? Allons-nous vers un accord de paix définitif ou vers un statu quo? Parce qu'on parle du contrôle et de la gestion de zones occupées par les troupes rebelles. À quoi consistera l'accord de Doha? Est-ce que la RDC ne serait-elle pas en train de sacrifier partiellement sa souveraineté? Avant d'y arriver, laissez-moi d'abord commencer par une citation de Fatou Diom qui dit « Si vous désirez avoir des dents longues, il faudrait avoir une gencive solide. » Ça voudrait dire que lorsque vous désirez avoir le pouvoir de diriger un pays, il faudrait que vous puissiez le faire par une main de fer. Et lorsque vous êtes faible et que vous ne sentez pas en vous ce pouvoir-là de contenter la population, alors il faudrait se démissionner. Parce que je trouve irresponsable, en tout cas, permettez-moi d'estimer Maître Arnold, je le trouve irresponsable. Maître Harold, excusez-moi, j'ai massacré votre nom. Estimé Maître Harold, je trouve irresponsable qu'un père de famille puisse constamment rejeter ses responsabilités sur les autres. Parce qu'il n'y aura pas un autre père qui viendra nourrir vos enfants, il n'y aura pas un autre père qui viendra scolariser vos enfants. Et c'est exactement ce que M. Félix Tshisekedi fait. Il faudrait qu'il bannisse dans son esprit l'idée de pouvoir léguer ses responsabilités à d'autres personnes. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire présentement. Lorsque vous lisez l'esprit de cet accord, Maître Harold, je comprends que vous devriez un peu de temps en temps aller de l'autre côté, mais cet accord est juste un gros bullshit. Et vous avez raison lorsque vous dites que c'est beaucoup plus un accord commercial qu'un accord de paix. Parce que lorsque vous regardez en son point 6, si nous ne pouvons que parler que de ça, le cadre d'intégration économique et régionale. Vous avez l'intégration bilatérale, l'intégration régionale et les surveillances économiques. Comment voulez-vous, M. Gédéon, qu'un pays aussi pauvre que le Rwanda, qui ne détient presque aucune richesse, il vient, parce qu'il a des bons négociateurs, vous allez lui donner. Et du reste, il y a Bissiré qui l'a dit, mandaté par le président de la République, qu'on lui a donné nos richesses, nos minéraux, parce qu'il a un carnet d'adresses. Et aujourd'hui, le Rwanda, qui vendait nos cobaltes, qui en était devenu premier exportateur, aujourd'hui, il entre par la grande porte. Vous n'allez plus appeler le Rwanda voleur de nos minéraux, parce qu'aujourd'hui, vous avez signé en bonne et due forme un accord avec le Rwanda pour qu'il puisse entrer par la grande porte et pouvoir co-gérer vos richesses avec le Rwanda. Dites-moi, M. Gédéon, du côté du Rwanda, ils ont 4 parcs. De notre côté, nous en avons 9. Est-ce que vous allez voir les habitants de la République démocratique du Congo aller co-gérer les parcs du Rwanda avec ce pays? C'est comme un bourreau qui pénètre dans votre maison, terrorise vos enfants et votre femme. Exactement. Et vous vous dites, voilà. Restez-y et on va partager tout ce qu'on a ensemble. Vous m'avez même arraché. Ma femme sera même votre femme. Vous m'avez arraché. C'est ce que vous voulez dire dans la bouche, parce que je voulais justement donner cette anecdote. Vous avez un père de famille qui voit le voleur entrer chez lui, il viole sa femme, il viole ses enfants, et finalement,
il va avec ce voleur chez le juge, et le juge qui demande à ce père de famille de pouvoir partager sa femme avec le voleur, à pouvoir le laisser continuer à violer ses enfants, et après, le père de famille, il est content, il va, il pète du champagne, il dit que, bon, il a fait une bonne affaire. Après vous avoir terrorisé. Après vous avoir terrorisé, après avoir violé votre femme et votre enfant, on lui donne quand même de pouvoir continuer. Donc il a maintenant le droit de ne pas entrer par la fenêtre, mais il doit venir par la grande porte, continuer à violer votre femme, continuer à violer vos enfants. Est-ce qu'il en est de même dans la vie des États? Maître Harold, Madame Dena, il en est de même dans la vie des États. Voilà pourquoi nous parlons des bonnes négociations. Parce que Maître a semblé dire ici que c'est les États-Unis qui nous agressent, le Rwanda est juste un supplétif des États-Unis et le 1,23 supplétif du Rwanda. Voilà pourquoi nous avions dit que notre salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais notre salut ne viendra que par nous-mêmes. Et vous voyez que par rapport à cette affaire de Doha, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, que s'il aurait fallu signé avec le 1,23, puisque dans le dit accord, il n'est nullement signifié les responsabilités du 1,23 de l'AFC ou du Rwanda à l'égard du 1,23, mais les États-Unis l'a écrit noir sur blanc sur l'accord que M. Félix Tshisekedi a signé par l'entremise de sa ministre des Affaires étrangères. Il l'accepte, parce que le fait pour lui de refuser, au fait, il ne doit même pas le faire, parce qu'il a signé le fait qu'il va continuer. Donc s'il refuse, il y aura un statu quo. Cette négociation avec le 1,23 à Doha, et que les États-Unis auront un œil à pouvoir suivre cette négociation. Donc M. Félix Tshisekedi, au lieu de faire la sourde d'oreille, et de se charger d'orgueil, il doit tout simplement aller continuer cette négociation qu'il avait bien acceptée dans l'accord. Et nous pensons que c'est tout simplement là la logique de la réflexion du dit accord que sa ministre Thérèse Taïkwamba Wagner a dû signer. Il était au courant. Parce que lorsqu'il y a une ministre qui va signer et qui engage toute une patrie, qui engage la nation, et que M. Félix Tshisekedi lui donne des fleurs pour dire qu'elle a fait des bonnes négociations, alors il devra continuer. Maître Harold, je voudrais que vous puissiez répondre à cette question en des termes un peu plus clairs. N'allez pas par quatre chemins, ni philosopher. Est-ce que l'on comprend ce que l'on fait à Doha? Et les revendications, le cahier des charges de rebelles du M23, on parle même du Congo oriental plutôt. Quand vous tombez sur ce genre de révélations qui glacent les sangs, comment vous réagissez? Non, mais quand je tombe sur pareille révélation, je suis reconforté dans ma thèse. Ah bon? Ma thèse, c'est qu'il y a un plan machiavélique de la balkanisation de ce pays. Vous avez suivi l'une des principales revendications de ces rebelles, de ces criminels nés remplissant tous les critères lombrosoaires, c'est qu'il faut leur laisser la gestion de la partie par eux conquise pendant 8 ans. Mon cher ami, qui peut l'accepter? Ça veut dire ça passera ou ça ne passera pas? Je vous dis que ce qui se passera à Doha, parce qu'ils sont déjà arrivés, n'est qu'une formalité pour confirmer ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que, je l'ai dit et je l'aurais dit sans crainte d'être contredit, sans le Rwanda qui a signé son désengagement et non son simple retrait, la rébellion ne vaut plus rien, une coquille vide. Là, ce sont les derniers soupirs d'un mourant. Bon. Je vous le dis et nous prendrons rendez-vous pour revenir ici. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance? L'assurance, parce que... Alors qu'on est au début de négociations à Doha et les choses semblent c'est compliqué pour la RDC. Vous savez pourquoi j'aime débattre avec des personnes intelligentes? Parce que même si je ne fournis pas beaucoup d'efforts, les personnes intelligentes me donnent de la matière. Ma co-débattrice a tout dit. Elle a tout dit. Elle m'a aidé à ne plus évoluer.
Voilà pourquoi j'aime débattre avec les personnes. Elle révèle les faiblesses de toutes ces négociations. Et vous pensez qu'elle n'a... Elle dit même à quoi cela aboutira. Vous pensez qu'elle n'a révélé que les faiblesses? Elle a donné aussi les points forts. Les points forts aussi, c'est que, je comprends, c'est une Africaine. L'image n'est pas bien à sa place, ma soeur. Mais femme africaine. L'image donnée n'est pas à sa place. Non, voilà un père qui donne la possibilité à ses violeurs de venir continuer à violer et puis lui prendre du champagne. Ça ne correspond pas au sujet. C'est pas ça le cas. Dans la vie des États, c'est pas ça. Ici, c'est que nous sommes en relation internationale. Nul n'est nul. On ne peut pas se développer seul avec le nouveau paradigme. Tout comme elle ne peut pas vivre seule dans un quartier ou dans un pays et se sentir à l'aise. Elle a besoin des êtres humains à ses côtés. C'est comme ça en relation internationale. On ne peut pas se développer seul. Et c'est en acceptant ce principe nul n'est nul que l'on ne peut pas se développer seul, que l'on accepte automatiquement le principe de l'intégration régionale. On ne dit pas que le Rwanda vient dorénavant prendre officiellement ce qu'il prenait. Non. Maintenant, tout est bloqué. Mais on dit, si vous avez besoin de quelque chose dans notre pays, venez par la grande porte. Pas pour piller, pas pour prendre, mais pour négocier. Vous avez besoin de quoi? Nous, on vous donne et en retour, nous, on gagne quoi? Une situation qui est contraire à celle qui se passe maintenant. Le principe d'intégration régionale, et effectivement, sera basé sur quoi? Sur base... N'est-ce pas sur la foi, sur la sincérité de parties prenantes? Est-ce que le Rwanda est-il fiable? En termes des accords, en termes de principes qui sous-tendent les relations internationales, il n'y a pas question de sincérité. Il y a question des accords qui doivent être scrutés, qui doivent être accompagnés avec des mécanismes de suivi. Si on se rend compte qu'en face, on a un partenaire qui ne respecte pas... Mais dans la mesure où l'accord n'est pas contraignant, tout dépend de la bonne foi de parties. Non, attendez. L'accord n'a pas de contrainte parce qu'on vous dit que si le Rwanda ne respecte pas les accords par lui signés, nous n'avons pas le droit de les résilier. Mon frère, ce sont des principes sui generis. Lorsqu'on ne respecte pas, c'est même un principe sacro-saint. Processus ad plenti contractus. Quand on est dans l'une des faiblesses du droit international, c'est qu'il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect de l'accord. Ça, vous le savez mieux que moi. Ça, c'est du passé. Maintenant, il y a des sanctions parce que même la résolution, même la résolution 27, je ne sais pas, 77. Prévoit des sanctions. Des sanctions. C'est question de ce que l'on... Mais ici, on dit qu'on a charcuté la résolution 27. Non, c'est faux. Bien au contraire, l'accord de Doha, de l'ONU, l'accord de Washington plutôt, a pris en compte tout ce qu'il y a eu comme étape, que ce soit en Angola, que ce soit en Tanzanie, on a mis ça ensemble. Ici, je suis en train de dire une chose et de signer. Une chose est de faire le suivi. Et l'accord lui-même dit que l'effectivité de la désengageabilité doit être observée d'ici 90 jours. C'est pour dire quoi? Je l'ai dit aussi pour le premier sujet, ce n'est pas une baguette magique. Il y a des paramètres qui doivent être pris en compte. Et ici, le M23 est une coquille vide. Mais on a l'impression que l'on met l'accent sur le M23. On parle de la paix, on parle de la sécurité. Après avoir défait le M23, il faut étendre l'autorité de l'État sur toute la province. Il n'y a pas que le M23. On a plus de 127 groupes armés selon les récents rapports. Comment on fait pour le neutraliser et en finir avec l'insécurité cyclique dans l'est du pays, puisque c'est de cette région qu'il s'agit? Comment on fait? En 30 secondes, s'il vous plaît, on est à la fin. Même en 10 secondes. Comment on fait? Je ne suis pas de l'armée, pour vous le dire. Mais en tant que citoyen congolais, j'ai plutôt le devoir d'interpeller les institutions de la République et l'armée pour y arriver.
Ici, nous parlons du M23 parce que c'est le groupe le plus central et le plus nocif autour duquel toutes sortes de groupes, de petits groupes viennent se greffer. Et je suis aussi en train de dire ici qu'il suffit de couper, et c'est ce qui est en train d'arriver, la ration et l'alimentation de ce groupe armé par le Rwanda pour que celui-là s'arrête et automatiquement. Ce qui se passe à Doha, ce n'est que le relais pour leur donner la possibilité de faire amende honorable et quitter le sol congolais avec une intégration conditionnelle. Merci beaucoup, Madame Denal Koukou. Alors, comment déjouer le plan de balkaniste de la République démocratique du Congo? Comment négocier à Doha? Comment réduire à la baisse, si l'expression peut m'être permise, le cahier des charges ou les ambitions de l'AFCM 23 à Doha en 30 secondes aussi? 30 secondes, ça sera compliqué. Mais par définition, le dialogue, c'est le fait de pouvoir parler. Et la négociation, un accord, c'est lorsque vous tombez d'accord par rapport aux exigences des uns et des autres. Parce qu'il y a l'une partie qui vient avec ses exigences et l'autre qui apporte aussi ses exigences. Alors, lorsque vous tombez d'accord, ça voudra dire que vous aviez su négocier par rapport au dialogue que vous avez eu et vous êtes tombé d'accord. C'est normal que le M23 puisse avoir des exigences, même s'il demande de pouvoir gérer le Nord et le Sud Kivu pendant 10-20 ans. C'est leurs exigences. Maintenant, quitte au gouvernement de pouvoir envoyer des meilleurs négociateurs par rapport à ceux qu'ils avaient envoyés à Washington, qui nous ont ramené un torchon. Il faudrait, parce qu'ils ne peuvent pas esquiver cela, ils ont signé dans l'accord, soit dit de paix, qu'ils ont fait à Washington, ils vont mener à bien les négociations avec le M23. Puisqu'il est de leur ressort de pouvoir le faire, je suggérerais, par l'entremise du maître Harold, d'aller dire à Mme Thérèse Taïkwamba de pouvoir cette fois-ci se munir de bons négociateurs pour pouvoir dialoguer utilement avec le M23 parce que nous avons besoin de ce dialogue-là pour pouvoir recouvrer la paix en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame Denalou Koukou, porte-parole d'Envol. Votre dernier mot. En République démocratique du Congo, j'ai dit. Mais il y a déjà un bongo qui a lancé une alerte forte. Non, c'est de la distraction. Non, il faut prendre au sérieux. Tout le monde a un avis à émettre sur la situation du pays. Tout le monde a un avis à émettre en tant que Congolais. Tout le monde a aussi un avis à émettre sur un avis. Ici, un prélat. On est déjà à la fin. Oui, je suis désolé. Catholique pratiquant que je suis. Voir mon prélat parler de tout sauf la condamnation du Rwanda et du M23. Mais vous n'avez pas condamné le Rwanda. Nous, vous êtes devenu partenaire au Rwanda. Vous avez signé une négociation. Dans le cadre de ce qui s'est passé. Soyons sérieux. Madame, dans ce que nous disons. je vous ai compris. Vous avez signé un accord avec le Rwanda. Donc aujourd'hui, vous n'aurez même pas demandé à l'opposition de pouvoir condamner le Rwanda parce que vous êtes partenaire au Rwanda. La condamnation continuera dans la mesure où nous disons Urbi et Orbi que cet accord. Mais pourquoi vous ne commencez pas par condamner l'Ouganda? N'empêche pas que les auteurs de crimes indescriptibles du genre soient poursuivis. Et vous dites quoi de l'Ouganda? Et pour vous, l'Ouganda est un allié ou un ennemi redoutable? L'applicabilité par rapport à l'Ouganda, l'applicabilité du principe jusqu'au fond. Nous sommes sincères et nous observons l'attitude. Qui y eut cru que nous arriverons à ce à quoi nous sommes arrivés avec le Rwanda? Vous y êtes arrivé mais après l'ouverture du poste frontalier, nous sommes arrivés il faut que le gouvernement congolais réagisse. Du protocole à la signature de quoi? Parce que lorsque nous parlons du contenu de l'accord, des grands experts qui ont fait du bon travail et qui continueront à le faire à Doha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, vous croyez à la suite? Ou un dénouement heureux tout en faveur de la RDC. Tout ce que nous voulons pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il faudra mettre ensemble, sous un arbre à palabres, tous les fils pays et chercher à déceler ce qui avait été comme faille.
parce que nous devons recourir à l'histoire et voir pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que le dialogue pour aller de restera-t-il l'avant. une nouvelle fois Le dialogue est une dans le contexte solution qui est le nôtre? incontournable pour pouvoir retrouver la paix en République Il démocratique. faut tenter avec toutes les solutions. Le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. Nous sommes en philosophie. Et Churchill, un ancien premier ministre britannique, avait dit que le dialogue est une vertu en démocratie. Dialoguer, pourquoi pas? Mais pour arriver avec tous les fils de la République, mais qui ne soient pas et qui n'aillent pas trempé dans l'insécurisation de la République. Deli Sesanga a dénoncé le fait seulement que Kabila soit arrivé à Goma. Il avait dit, je ne peux plus continuer à collaborer avec un tel monsieur qui va consacrer des viols et des massacres à l'Est. Donc on doit dialoguer avec des fils de la République tous. Mais pour quelle raison? Mais savoir qui et pourquoi. Merci. On ne peut pas dialoguer pour voilà aller, pourquoi on parle pour aller se partager le pouvoir, aller prendre cette tel ministère. Envoyer des bons négociateurs pour pouvoir faire même ceux-là, ils étaient bons. Merci très bons. Beaucoup d'être venu pour parler d'envol. Merci à Harold Balibanga Wabadibanga. Vous êtes du parti de cher à Pius Mwabilou. Allez, merci d'être venu. Merci. Allez, à quand le prochain rendez-vous? Nous sommes à votre entière disposition. Allez, après la pluie, le parapluie devient lourd. Faites attention à ce que l'on fait à Doha, tout comme à Washington. Merci.